On repart. J'avais une question, alors pour le coup vraiment, une question à l'administratrice, question au consultant. Comment est-ce qu'on, chef d'entreprise, comment est-ce qu'on garde le cap face à la multiplication des chocs de forte intensité ? Vous avez 4 heures. ça fait devoir à... On fait appel à des consultants. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas probablement qu'une seule réponse simple à ce sujet-là. Mais moi, je crois, et en tout cas, c'est ce que je vois, il y a beaucoup d'entreprises. Alors, est-ce qu'elles ont pris la mesure totale de ce qu'elles risquent de vivre dans les mois prochains ? Pour certaines, je ne pense pas. Mais en tous les cas, le long terme est l'horizon à peu près clair et l'horizon sur lequel on peut obtenir un consensus dans une entreprise. Donc, et là, de ce que tu vois, Françoise, il est préservé. Et il est préservé et il est au contraire renforcé en ce moment parce que c'est là où on peut avoir une communauté qui est d'accord. Il faut faire les choses différemment. Il faut que l'entreprise se décarbone, etc., etc. Donc, pour le moment, en tous les cas, ce moyen terme, il est clair et il est pris en main. Il est partagé au niveau de l'entreprise. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des compromis dans le court terme. Il va falloir tirer des bords. On va vivre avec des paradoxes. On va faire des choses bizarres et contradictoires par rapport à ces objectifs de long terme. Et donc, il va falloir reprendre la communication, la pédagogie, etc. Mais finalement, le long terme, c'est le seul endroit où on peut se retrouver clairement. Mathieu ? Oui, je pense que là, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vit là-dedans, et je pense qu'en fait, en réalité, la plupart des équipes c'est pas de plus management, fort là quand même là depuis, je vais dire depuis un certain nombre d'années comme tu dis. oui, 2 ans. Enfin, tu vois, le concept de VUCA, il existait avant Covid, et en fait, on considérait déjà qu'on vivait des secousses relativement intenses. Alors c'est vrai que. Oui, mais c'était un truc de consultant VUCA, personne ne le prenait au sérieux en fait. Quoi Ouais, non, moi je voyais ça. Je voyais des tas de trucs là. Là, en tout cas, on y est. Au sérieux. Ça prouve que les consultants ont vu les choses. Non, c'est que c'était une moyen de vendre notre business, mais non. En fait, c'est-à-dire que là, on enchaîne les signes noirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ça que finalement des choses qu'on pouvait pressentir, etc. Et donc aujourd'hui, on est obligé de développer finalement cette approche de la gestion des grands risques en fait dans les entreprises. Donc ça revient et après, la capacité à piloter le long terme, ça se gère aussi dans la capacité à travailler les management packages des dirigeants pour qu'ils travaillent mieux le long terme que ce qu'ils avaient avant. Et donc aujourd'hui, la plupart des boîtes maintenant, les indicateurs CSR, ils sont dans la rémunération des dirigeants. Ça y est, c'est des choses qui ont très très vite avancé en réalité. Donc je pense qu'après la difficulté, c'est une difficulté de communication. Mais ça va au-delà de la rémunération des dirigeants. C'est quand même important. Ils sont dans le consensus social qui fait l'entreprise, non ? Oui, bien sûr. Mais d'accord. Mais quand il y avait une décorrélation entre la façon dont les gens ils sont rémunérés et la façon dont ils doivent piloter l'entreprise, ça posait quand même un souci. Aujourd'hui, c'est finalement assez récent que c'est traité. Ouais. Les indicateurs CSR qui sont mis dans la rémunération des dirigeants... 3-4 ans. Oui, voilà, c'est vraiment récent. Ouais. Et donc, c'est une nouvelle génération aussi de patrons qui sont confrontés réellement nativement à ces sujets-là. Voilà, après, les entreprises, aujourd'hui, elles ont montré leur capacité à répondre de façon assez satisfaisante, quoi. Voilà. Donc la question, c'est la communication sur qu'est-ce que c'est le long terme dans une entreprise aujourd'hui, parce que avec ces chocs-là et la capacité à réorienter rapidement, etc., ça reste quand même un challenge très important. Tirer des bords, comme le disait Françoise. Oui, voilà. Oui, il va falloir. Oui, mais c'est compliqué de tirer des bords. Des fois, tu as l'impression de reculer quand même quand tu tires des bords. Et surtout, on envoie des messages contradictoires à ses collaborateurs. Donc, c'est jamais des situations faciles à gérer. Mais je pense qu'au-delà de la rémunération des dirigeants, où ça fait pas si longtemps qu'il y a des indicateurs CSR pertinents et contraignants c'est ça, dans les rémunérations, parce que ça, c'est nouveau. C'est une partie de ton métier, d'ailleurs. Tu es au comité de rémunération. Et il y a quand même toutes les politiques d'investissement qui sont lourdes, parce qu'il y a des choses qui vont devoir se dérouler et sur lesquelles les gens vont devoir investir sur du long terme. Donc voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont traités et qui sont bien traités en général dans les conseils d'administration. Après, à court terme, on va faire des choses un peu différentes de temps en temps. Je ne sais pas si... Non, je vous la pose quand même. Il faut taxer les compagnies pétrolières ou pas ? Elle m'intéresse, moi, cette question. C'est Joe Biden qui a dit cette phrase. Exxon a fait... Ah mais non, Françoise, tu peux pas. Exxon a fait plus d'argent que Dieu. Ouais.
je sais pas si on peut l'évacuer d'un revers de main, parce que pour le coup, alors, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un gain presque... Enfin, la politique, la stratégie de l'entreprise n'est pour rien dans ce gain colossal et considérable aujourd'hui que sont en train d'accumuler les compagnies pétrolières. Donc, je ne pense pas que cette question soit... C'est pas taxer les géants du CAC pour taxer les géants du CAC. Non. C'est à un moment, là, il y a un sujet. Je pense que les contraindre à avoir des politiques de transition énergétique et d'investir lourdement, et peut-être plus qu'ils l'ont prévu, sur ces sujets-là, qui n'est quand même pas une opération si simple, et que certains font, certains d'autres moins, et d'autres réclament même qui ne vont pas le faire. Tout à fait. Ça, c'est plus efficace que de les taxer purement et simplement, je pense. Mathieu ? La question, effectivement, donc là, il y a un effet d'aubaine qui est constaté par le pouvoir politique. Donc, bon, il peut y avoir une réponse fiscale, il peut y avoir une réponse d'une autre nature. Bon, voilà. La question même que François se pose, c'est en fait, est-ce qu'eux-mêmes sont les mieux placés pour conduire l'agenda de la transformation ou la transition énergétique ? Qui, eux ? Les compagnies ou les compagnies pétrolières. Les compagnies pétrolières. Quel est le savoir-faire, finalement, d'une compagnie pétrolière pour développer des champs éoliens ? Enfin, je veux dire, donc en fait... Les grands chantiers. Voilà. Donc, ça se regarde, disons. Si je mets ma casquette Patrick Pouyanné, je vais vous répondre ça. La capacité à amener des investissements sur le long terme et la maîtrise des grands chantiers. Ma réponse, elle est oui, mais elle n'est pas évidente. Et d'ailleurs, beaucoup de compagnies pétrolières américaines n'ont pas pris ce chemin. Exactement. Exxon, par exemple, refuse de le prendre. Et ils refusent parce qu'en fait, leurs investisseurs leur disent non, mais moi, je préfère investir directement dans des sociétés qui font ça. Toi, tu sais faire du pétrole, occupe-toi de faire du pétrole. Déjà, implémente les règles de COP26 sur le méthane et ça sera déjà bien. Exactement. Et donc, voilà, donc il y a plusieurs stratégies possibles. Après, la question politique, oui, c'est-à-dire que dans un moment où les gens payent très cher à la pompe, il y a l'envie de pouvoir récupérer une partie de cet argent. Mais tout est dans tout, en fait. C'est un aspect de circulation, quoi, hein, en réalité. On a fait le tour sur l'énergie. Encore des trucs à dire là-dessus Plein, mais... Hein je pense qu'on peut dire qu'on est inquiet. On est très inquiet. Moi, je suis, je dois dire, bluffé par, je le dis juste d'un mot comme ça, par le ministre allemand de l'économie. Parce que le gars n'oublions jamais qu'il est écologiste, quoi. Hein, voilà. Il redémarre des centrales à charbon. C'est l'avion à parfaire le procès de Merkel sur 10 ans. On sait très bien ce qu'il a amené là. Mais à un moment, je trouve qu'il a une espèce de franchise devant la population qui est assez impressionnante. Bon, si sa franchise pouvait faire qu'il limite le gouvernement belge à dire qu'il laisse les réacteurs nucléaires en opération, ça serait pas mal. Oui, non, mais ce que je veux dire, il ne peut pas. Est-ce que sa franchise... Non, il ne peut pas. Non, alors là-dessus, parce que alors je ne dirais pas qui, la semaine dernière, j'ai audité le sujet, on va dire, comme ça, voilà. Les Belges, c'est peut-être encore possible, mais il faut se dépêcher. Oui. Les Allemands, c'est plus possible. C'est plus possible. T'as plus donc dans l'une des trois, par exemple, il n'y a plus de combustible. Donc elles sont... Ah non, mais pas comme ça. Franchement, c'est sur 2 ans quoi, que tu peux la faire redémarrer. Mais pour l'hiver prochain, il ne faut même pas y compter. Mais sauf qu'il faut bien penser que ce n'est pas fini. On est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. Et tu as vu sur cette histoire de Saint-Avold, c'est quand même très, très intéressant. Donc, on redémarre la centrale de Saint-Avold en Moselle. Il va falloir rappeler des gens qui sont barrés à la retraite quand même. Ah, bien sûr. Enfin, il faut espérer qu'ils reviennent, quoi. Il n'est peut-être pas du tout sûr. Ils ont eu des packages quand même très, très intéressants. Alors, tout de suite, la direction, d'ailleurs, dit il n'est pas question de toucher à vos packages, on vous demande de revenir. Mais c'est à la limite une question à la spécialiste des ressources humaines que je pose. À un moment, quand tu as fait le virage, tu as fait le virage, quoi. Revenir, enfin, je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les conditions de travail dans une centrale à charbon qui ne doit pas être super fun à opérer, tu vois. Ça dépend ce qu'on leur demande de faire. Mais quand on fait appel à une expertise qui, en plus, a été dénigrée, les gens sont contents parce que ça les valorise. Il y a eu alors je ne sais pas à quelle échelle les choses se passent, mais si c'est appelé quelques experts parce qu'il y a des choses qu'on ne sait plus du tout faire, on l'a eu sur des productions dans le domaine de la métallurgie. Ouais. Il y avait des gens qui avaient complètement perdu, on savait plus le savoir-faire. Le savoir-faire. Le Ouais. processus avait été complètement perdu. Les gens acceptent de revenir, au moins ponctuellement, pour donner un coup de main, parce que ça les valorise. Bon, voilà. Et merci pour la placidité avec laquelle tu as accueilli, mais ça, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement sont habitués au fait qu'il y ait des travaux dans l'immeuble d'à côté et que parfois, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas d'ailleurs, parce que les micros sont bien faits. De quoi est-ce qu'on parlait ?
Ah oui, On fermait le sujet de on l'énergie. fermait le sujet de l'énergie. L'énergie. Voilà. Ah oui, c'est ça, je rendais hommage au ministre allemand de l'économie. Tiens, une petite photo, à chaque fois j'ai un doute si on peut l'envoyer. C'est Aurore Berger qui a envoyé ça, je crois. Voilà. Donc, Aurore Berger qui dirige le groupe majoritaire à l'Assemblée... Non, on peut laisser plus longtemps, on va trop vite. Qui dirige le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. À côté d'elle, Elisabeth Borne, Première ministre. Et puis, celle qui va essayer de briguer la tête de l'Assemblée nationale. Jolie photo, il faut Ça pas bouge quand même. Oui, voilà. Il ne faut pas bouder son plaisir. Il ne faut pas bouder son plaisir. On apprécie le fait qu'enfin on a 3 femmes. Et puis on se dit, on appréciera encore plus quand il y en aura 3, mais qu'on ne le dira plus. Oui, mais là, c'est important de le dire encore, non? Tu crois pas? Ah oui, je pense qu'on n'en est pas encore, pas encore là. Oui, bien sûr. Mais la même semaine, j'ai trouvé, il y avait quelques articles sur la façon dont Christine Lagarde menait sa mission à la BCE, et où on ne disait pas que c'était parce qu'elle était une femme qu'elle était efficace. Et j'ai trouvé que c'était tout aussi satisfaisant. Donc c'était une très bonne semaine sur ce sujet de la diversité. Moi, Christine Lagarde, il y a longtemps qu'elle est passée du côté masculin de la force. Oh non. Il y a longtemps qu'elle a été totalement dégenrée, Christine Lagarde. Il ne faut pas en parler comme ça, parce que non, on est dans un monde où il y a des hommes et des femmes et chacun contribue. Je désolidarise de ce message. Voilà, moi aussi. Non, mais Mathieu, moi j'ai bien aimé cette photo avec toujours cette réserve. C'est pour ça, Françoise était là. Il y a toujours cette difficulté. Je me demande même si c'est pas vous, Françoise, qui m'aviez dit ça il y a 10 ans. On avait cette très mauvaise idée pour la journée de la femme de n'inviter que des chefs d'entreprise. Et un jour, je crois que c'est vous, mais vous m'avez au téléphone dit c'est la journée où vous visitez le zoo. Je crois que c'est vous qui m'aviez dit ça. Vous auriez pu le faire. Ouais. Donc, et j'admets ça. Mais de temps en temps, il y a quand même encore des rôles modèles, un moment d'exemplarité, des choses à mettre en avant, des vraies initiatives. Absolument. Et je vais jouer. Alors, je vais utiliser la perche en disant, par ailleurs, ça montre que le monde politique a évolué, peut-être un peu plus vite que l'entreprise. Là, en l'occurrence. Parce que parce qu'il n'y a pas encore des comex tout féminins. Non. Alors, loi Copé-Zimmermann. Sur les conseils. Sur les conseils d'administration. Et il y a une loi Rixin qui arrive. Oui, alors c'est beaucoup plus compliqué sur les comex. Et j'ai été la première à dire que les quotas sur les comités de direction, ce n'était pas une bonne idée, ou les comex en général. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais ça veut dire qu'il faut faire progresser les femmes dans l'entreprise. Il y a plein de choses à faire, mais on n'y est pas encore tout à fait. La loi Rixin, c'est sur... les comex. Oui, mais même en dessous. En dessous, les cadres dirigeants. Mais la prochaine fois, on en reparlera. Je n'avais pas prévu d'en parler là. Je le dis juste d'un mot. Moi, j'ai discuté avec, alors justement, secrétaires généraux. Poste très intéressant, le secrétaire général, de 2 grands groupes industriels. Très franchement, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ah ben non. Non pas... Alors, pour faire monter les femmes, l'un de ces groupes est dans l'automobile industrielle. Elles ne sont pas là. Mais surtout, qu'est-ce que je fais des gars qui sont à leur place? C'est-à-dire, ce n'est pas un conseil d'administration où les mandats sont révocables. C'est des gars qui ont 50 ans, mais comment je fais? Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes sur un COMEX que sur un conseil d'administration. Et que le vrai sujet maintenant sur lequel il faudrait qu'on s'attelle, c'est le nombre de femmes et de filles dans le monde de la technique et de l'ingénierie. Où les écoles d'ingénieurs ne sortent pas plus de filles diplômées que lorsque moi, je passais mon diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est dramatique. Mais ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas parce qu'on ne sait pas attaquer à faire une analyse du pourquoi et traiter le sujet. Tu as vu les chiffres, l'histoire de l'option de maths, là, toute la polémique était intéressante. Et elle était intéressante parce que tu peux voir qui choisit l'option maths ou pas. Oui, il y a des filles. Très peu de filles. Très peu de filles. Mais maths pure, parce que... Enfin bon, on en parlera peut-être. Non, mais vas-y, ça m'a... Je pense qu'on a une conception... C'est pour ça que ce n'est pas un sujet qui peut être traité à la fin du processus. Oui, c'est ça. Il faut le traiter, hélas, bien plus avant, ou donner envie aux filles d'aller vers des filières plus techniques et mathématiques, et peut-être sortir de cette conception de l'ingénieur qu'un ingénieur doit être à la fois compétent en physique et mathématiques. Et ça, c'est pas vrai pour toutes les matières, en particulier dans le digital. On n'a pas besoin d'avoir fait de la physique ni de la chimie. Voilà. Dans un certain nombre de cas, on a besoin de faire des maths, et pas toujours.
Et on peut aller dans le monde technique sans être un ingénieur au sens français du terme. Et donner une image de la technologie, de la technique différente. Mais ça commence, hélas, très tôt dans le processus scolaire. Mathieu, tu dois être confronté à ça, toi. Non, mais je pense que la vraie question, c'est qu'il va falloir, il faut qu'on s'engage dans des démarches de progrès, en fait, et il faut partir de l'existant et pas partir d'un concept qui serait viser une parité ou quelque chose qui soit transverse à tous les secteurs. Donc, il faut partir de benchmarks sectoriels avant de se fixer des objectifs. Donc, j'espère qu'en fait, ça pourrait être traité au niveau des branches ou des choses comme ça, mais parce que si on a une loi générique qui est d'ensemble, je pense qu'on risque... tu l'as, de toute façon. La loi Rixain, elle est là. Ouais, mais alors, pour les très grandes entreprises, voilà, pour l'instant, mais elle est là. Oui, mais ce n'est pas réaliste par rapport à la situation de l'emploi tel qu'il est. Et donc, je pense que personne n'est contre de s'engager dans des démarches de progrès, mais il faut être réaliste par rapport aux moyens humains réellement disponibles et ce dont on bénéficie en entrée. Mais toi, dans le développement de SIA Partners, avec une activité industrielle importante, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet en termes de recrutement. Si tu avais plus de filles, tu aurais plus d'ingénieurs, tu aurais plus de... Non, c'est pas un sujet parce qu'on est quasiment à parité sur les entrées. Le problème, c'est plutôt sur les couches hautes en fait qui s'expriment. C'est pas vraiment sur le dispositif en entrée. D'accord. Mais c'est vrai qu'après il y a une asymétrie dans les filières d'ingénieurs. Mais en fait, les métiers du conseil restent assez attractifs pour les filles ingénieurs. Voilà. Donc en fait, nous dans notre secteur, on n'est pas hyper impactés. C'est vrai que les seules qui sortent, elles vont direct chez toi. Voilà, je pense que ou en médecine. ou en médecine. Donc on n'est pas confronté à une difficulté directe. Mais après, c'est une question de bassin d'emploi, quoi. Sur ancienne activité, là, hôtellerie, café, restauration, là, c'est une révolution culturelle qu'ils sont en train de faire en termes de recrutement, Françoise. Oui, alors il faut tout reprendre à la base. Ils reprennent tout à la base. Pour développer de l'attractivité de ces métiers, en considérant que oui, il faut travailler sur les temps de travail, il faut travailler sur les rémunérations, le lien à l'entreprise. La possibilité du week-end, enfin autant de trucs. Mais c'est ça qui est passionnant sur ce qu'on est en train de vivre sur le monde du travail. C'est-à-dire autant d'éléments qui semblaient mais totalement impossibles, mais vous n'y pensez pas. Mais, sous la contrainte, on fait plein de choses. Mais voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Comme l'organisation du télétravail. Ouais. Recrutement, révolution du travail, Mathieu? Moi, je pense que c'est comme toujours, là, on vit une période d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre. Donc les deux sont un peu liés. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment aussi pour les entreprises d'investir pour faire de la productivité. Donc il y a des métiers où c'est plus difficile que d'autres. Donc évidemment, l'hôtellerie, la restauration, c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je vois dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que les investissements dans l'automatisation, ils n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Parce que en fait, si tu trouves pas de comptable, tu vas essayer d'automatiser au maximum ta comptabilité. Donc là, on rentre dans une séquence à la fois de lourds investissements dans l'automatisation qui vont un peu desserrer la contrainte d'ici 2-3 ans. Mais là, on est dans un moment un peu difficile. Et qui est assez simple parce qu'on n'a pas gagné en productivité beaucoup ces dernières années. Hein. Bon, il ne peut pas y avoir une émission avec Mathieu sans qu'on parle du métaverse. Ah oui. C'est un bon sujet de dilemme. Alors, mais justement, Françoise, ça m'intéresse. C'est un bon sujet de dilemme parce que c'est vraiment un sujet sur lequel, on n'y est pas encore, hein, parce que même si on raconte le métaverse 2030, etc. Chief Metaverse Officer, il dit Mathieu, il le faut maintenant dans toutes les grandes entreprises. Non, please, non. Non, moi j'ai vu au début des années 2000, on achetait nos îles aussi dans Second Life, etc. Bon. Et pour le moment, je pense vraiment que la technologie n'est pas encore là. Et pour le moment, quand même, il va falloir se poser la question de l'impact sur la collectivité et l'humanité versus la dépense, notamment en énergie, hein, ou les impacts sur la société. Et c'est le moment de se poser la question. Et le fameux rapport McKinsey sur le sujet... On va le voir, là. Hein, moi, j'ai trouvé pathétique la façon dont il le présente, c'est-à-dire dire, il y a un énorme gain, il faut que vous y intéressiez, qu'il faille s'y intéresser sûrement. Et puis, accessoirement, il y a un petit sujet de consommation d'énergie, et donc, on traitera le sujet. Non, il y a un vrai sujet de dilemme, c'est est-ce que c'est indispensable ? Quelles sont les conditions, les applications qui font qu'il y aura réellement un bénéfice pour le collectif sur ces sujets-là ? Comment on traite les sujets de souveraineté économique ? Parce que oui, c'est peut-être une bataille qu'on pourrait gagner au niveau des acteurs du métaverse. Et puis derrière, comment on finance et qu'est-ce qu'on finance sur ces sujets-là ? Et c'est comme ça, je pense, qu'il faudrait qu'on pose le sujet. Hélas, non. Mais ça ne se passe jamais comme ça avec l'innovation, Françoise. Jamais. L'innovation, elle fonce.
jusqu'à ce qu'elle aille dans le mur. Oui, Ça a mais toujours été il y a comme 2 ça. ou 3 sujets dans celui-là, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait se poser un certain nombre de questions. Et avant que la chose se soit matérialisée et soit désastreuse pour l'humanité. Mais c'est bien, ça fait du débat, Mathieu. Oui, non, mais je pense que l'étude McKinsey, elle repose sur le fait qu'il y a un transfert de temps de cerveau en fait des activités existantes vers ces écosystèmes-là. Et c'est vrai qu'elle est très sur le B2C en plus. Hein. Ouais. Donc, Mais justement, Oui, mais ce qui est peut-être le moins intéressant en fait. c'est une partie importante de ce marché, mais voilà. Donc, et puis c'est quand même ça qui va créer. Il faut toujours dans des innovations comme celle-là, il faut toujours des métiers précurseurs qui embarquent le reste. Donc voilà. Non, je pense que la question qui nous est posée là, c'est par rapport à la crise de la tech. Est-ce que l'effondrement des valos là, l'effondrement des valos, est-ce que ça va tenir ou pas? Bon, moi ce que je vois, c'est qu'en tout cas chez Facebook, qui quand même investit 10 milliards par an. Ils ont décidé, ils ont reconfirmé le fait qu'ils ne baissaient pas l'investissement dans le domaine, voilà, indépendamment de l'évolution de leur valeur. Ensuite, le métaverse, les métaverses, avec le lien qu'ils ont avec les cryptos. Donc, on voit bien que là, il y a une fragilité sur les cryptos qu'il faut quand même relativiser parce que, par exemple, le Bitcoin est aujourd'hui un petit peu au-dessus de la valeur qu'il avait au moment où on est rentré dans la crise Covid. Donc c'est pas un effondrement complet. Mais moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, là, la plupart des gens qui évoluent dans le système de la crypto savent que pour que ça survive, il faut qu'il y ait une régulation. Donc en fait, on rentre dans le moment, peut-être une partie secondaire dans le cycle que tu évoquais. Tout à fait, dans le cycle de l'innovation, tout à fait. En fait, la crypto survive à ce qui est en train de se passer. Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une forme de régulation. Donc on sort du délire un peu puriste, anarchiste en fait, pour qu'on rentre dans quelque chose qui est centré sur de l'utilité et qui de fait, aujourd'hui, moi je le vois au quotidien dans un certain nombre de processus, dans plein de business différents, il y a une utilité en fait du déploiement de la blockchain, des cryptos, qui me semble relativement évidente. Et pour compléter mon propos, je le dis souvent, nous, un tiers de nos missions qu'on fait dans le secteur bancaire aux États-Unis, ils sont liés à de la crypto. J'ai aucune baisse. J'ai aucune baisse et au contraire, on a une accélération des calendriers. Donc, moi, je pense que ces sujets, ils sont bien là. Alors, je ne dis pas qu'après, il ne faut pas les travailler, qu'il ne faut pas regarder l'ensemble des conséquences que ça génère, mais j'ai aucun doute sur la survie à cette crise, en tout cas. Et tu ne crois pas, comme Françoise, que c'est le moment d'un débat de société sur le volet serait utile, mais je ne sais pas comment tu l'organises aussi, Françoise. Un débat de société de qui avec qui, je ne sais pas s'il faut. Je pense qu'il faut commencer par le débat de société, mais en parallèle, je pense par exemple que les financeurs et les investisseurs ont un rôle à jouer. Est-ce que j'investis sur des boîtes qui vont faire du métaverse juste pour qu'on consomme beaucoup plus? Je ne sais pas si on consommera beaucoup plus. Oui, il y a du transfert quand même, qu'on consomme plus, je ne sais pas, il y a beaucoup de transferts. Il y a quand même l'objectif, c'est de faire plus de commerce. Oui, mais bon, l'empreinte, par exemple, l'empreinte des Nike dans le monde physique versus l'empreinte des Nike dans un certain nombre de métaverses. Non, mais ce que je veux dire... Tu les mettras pas au pied. Non, tu auras besoin de Nike physique quand même. Elle a raison, Françoise, c'est de la conso en plus. Non, mais sauf que le taux d'équipement en Nike des adolescents aujourd'hui, il est quand même relativement important. C'est-à-dire qu'ils ont rarement une paire de chaussures. Donc c'est voilà. En plus. Elle a raison, tu crées un truc en plus. Parce que ça coûte quand même. Enfin, c'est pas gratuit. Oui. Donc en fait, voilà. Non, c'est surtout, ça coûte beaucoup en CO2 quand même. Après, là, ça dépend aussi des roadmaps technologiques qu'ils ont. Oui, enfin pour le moment, on les a pas vus. Et si, quand même, Google. Sur la partie CO2. Ah si, il y a quand même. Alors, il y a des effets d'annonce, mais par exemple, Google aujourd'hui est le premier opérateur de câbles supraconducteurs au monde. Bon, je veux dire, voilà, devant n'importe quelle utilities. Donc voilà. Bon, les amis, merci. Je note, parce que là, ça m'intéresse beaucoup, la prochaine fois, c'est l'utilité des cryptos. Là, Mathieu, je te le rappellerai, mais la prochaine fois que tu viens, good luck. L'utilité des cryptos. Il y avait que le côté anarchiste qui m'intéressait, finalement. Où je disais, là, oui, d'accord, il y a une proposition, on va dire que ça comme ça, il y a une proposition politique. S'il n'y a même plus le côté anarchiste. Merci. Merci, les amis. Et donc, à demain sur Bismart.